Alors c'est la 65e revue de la semaine. Cette semaine, j'ai pas chômé en matière de vidéo parce que j'ai été invité pendant 2 heures, 12 questions par Absol. Alors peut-être d'ailleurs que ceux qui sont là aujourd'hui sont passés d'abord par ce site. Bon, ça m'a fait plaisir de le faire. C'était un peu étrange pour moi parce que personne ne me coupait la parole. Alors j'aimerais vous dire que ça a été long. Quand on a eu fini, j'avais la tête qui tournait. Il faut dire que j'ai reçu mon intervieweur dans mon bureau, là-bas à l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, on ne sort plus de l'Assemblée nationale. Et cette semaine, j'ai fait plusieurs interventions à la tribune pour mon groupe, en coup de main, en soutien aux équipes particulières sur chacun des sujets. Il y avait le logement, il y avait l'alimentation, agriculture, puis après il y a eu la loi sur les fausses nouvelles, qui me fait encore rire, tellement ça m'a amusé d'abord d'intervenir dans un sujet où il y a des gens assez stupides pour croire qu'ils vont déterminer par la loi ce qu'est la vérité. Alors là, bon. Enfin, ils sont tellement bêtes d'ailleurs qu'ils ont si mal organisé les débats qu'à la fin, il n'y a pas eu le temps de voter leur loi et tout ça est retourné dans la poubelle de l'histoire, d'où j'espère que ne ressortent pas de sitôt. Bon, allez, le générique. Bon, d'abord, je vous parle de l'affaire du glyphosate. Comme vous le savez, le glyphosate, c'est un pesticide qui est déversé sur les cultures et dont nous sommes un certain nombre dans le monde à penser que c'est un produit dangereux qui a contaminé progressivement à peu près toute l'alimentation. Il se répand, il se retrouve et il a été inscrit dans la liste des produits probablement cancérigènes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une certitude absolue, et pour cause, parce qu'il n'y a aucune certitude absolue sur ce qui, d'une manière générale, déclenche le cancer. Ce qu'on aperçoit, c'est que quand un produit ou un contexte ou des conditions X sont favorables au déclenchement d'un cancer, sans qu'on puisse jamais dire c'est telle chose qui déclenche vraiment lui-même le cancer avec 100% de certitude, même si on peut approcher des 90, des 95% de certitude. Enfin, pour ce produit, il y a donc une campagne mondiale contre. C'est un produit qui est particulièrement pervers parce que, comme il tue tout ce qui vit autour, du coup, on fait des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés, pour bien résister à quoi? Aux pesticides. Et comme il résiste bien aux pesticides, on peut en mettre dessus tant qu'on veut, parce que ça va tout détruire autour. Donc vous voyez, il y a une espèce de cercle vicieux qui va de l'OGM à l'utilisation du pesticide. Bon, alors, ce pesticide a été mis au point, la molécule, et exploité par la firme Monsanto, qui est une espèce de monstre international, une multinationale, et ce monstre qui a fait le glyphosate, sous la marque Roundup notamment, eh bien c'est le chimiste allemand Bayer qui vient de le racheter. Alors, le chimiste allemand Bayer, déjà lui tout seul, bon, enfin, on va rien trop dire parce qu'après ça fait des histoires, mais enfin, c'est quand même la boîte qui mettait au point le gaz qui servait à assassiner les gens dans les camps de concentration. Donc, c'est quand même assez spécial, quoi. On peut quand même le dire, on va pas en dire plus parce qu'après on va avoir des procès et on n'est pas capable de financer un procès contre une multinationale. En tout cas, moi, j'ai pas les moyens de ça. Donc, enfin, je le mentionne quand même, ça fait partie des événements. Donc, vous voyez, cette molécule a été rachetée. Évidemment, on sait qu'on mène une bataille contre le glyphosate de Monsanto, maintenant Bayer, et on sait très bien que Bayer est capable de dire bon, j'arrête de faire le Roundup ou je sais pas quoi, et puis produit un autre produit qui est à peu près le même, qui contient le même type de pesticides. On le sait qu'ils sont capables de faire ça, mais il faut prendre la bataille dans l'ordre dans laquelle elle se présente. Pour l'instant, on affronte le glyphosate produit par Monsanto sous un certain nombre de marques. Bon, le glyphosate, donc il y a eu un débat au niveau européen. Peut-être que vous en souvenez, la Commission européenne proposait de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 5 ans encore. Il y a eu un premier sac de nœuds d'histoire, c'est que l'expertise scientifique conduisant au fait que le produit n'était pas dangereux au point qu'il faille l'interdire tout de suite a été fait par une commission qui, entre-temps, s'est avérée être assez largement sous l'influence de gens qui n'étaient pas forcément des scientifiques ou qui sont des scientifiques
eux-mêmes sous l'influence de Monsanto. Alors déjà, ça a été une première embrouille qui laissait penser que la décision de la commission n'avait pas été totalement libre. Et puis, il propose 5 ans. Alors là, bon, non, ça veut dire encore 5 ans, encore des stocks qui se constituent pendant 5 ans, et si même dans 5 ans on me disait on arrête, il faudrait que tous les stocks soient écoulés, bref, on s'en prend encore pour 3 ou 4 ans derrière. Donc, un des nôtres, le député insoumis, l'eurodéputé insoumis Younous Omarjee, a déposé une procédure devant le Parlement européen pour objecter à la proposition. Et cette procédure continue à courir. Il y a des auditions, et vous verrez dans la description en bas, je vous mets le lien, en bas de cette vidéo, hein, je vous mets le lien qui vous permet de suivre l'audition à laquelle a participé Younous Omarjee récemment, comme suite de cette objection. Vous suivez? Bon, donc deuxième étape, c'était au niveau européen, le niveau européen décide 5 ans, sur la base du dépôt d'un rapport d'une commission qui est critiquée par tout le monde. Nous, les insoumis, nous bloquons la procédure au Parlement européen, et cette affaire suit son cours. Là-dessus arrive au Parlement français des insoumis. Donc on a commencé par déposer une première fois un amendement pour demander l'interdiction du glyphosate, il y a déjà de ça plusieurs mois, au moment où justement Younous Omarjee déclenchait son opération à Strasbourg. Et puis on a d'ailleurs fait paraître une tribune sous la signature de Mathilde Panot, députée insoumise qui a au Parlement national, qui est en charge de cette histoire avec Loïc Prudhomme. Bon, et puis bon, alors donc on s'est fait battre, hein, donc notre amendement a été rejeté, et puis on l'a représenté cet amendement dans la loi agriculture, alimentation, tout ça là qui vient de passer. Alors c'est une loi qui a été discutée pendant 7 jours et 7 nuits, puisque pendant cette nuit, tantôt jusqu'à 1h du matin, tantôt plus tard, il a fallu organiser le roulement des députés insoumis pour participer à la loi. Alors pratiquement tout le monde est passé là-dedans. Ceux qu'on a repérés le plus, parce que c'est ceux qui y ont passé le plus de temps, parce que c'était leur tour, et parce qu'ils l'ont souhaité, c'est Loïc Prudhomme qui était le pilier, Mathilde Panot évidemment, et puis aussi beaucoup François Ruffin, qui a fait des interventions qui ont été très remarquées sur le thème du revenu des agriculteurs essentiellement, parce que c'est ça qu'il a le plus bossé, mais aussi sur la souffrance animale. Moi-même, je suis intervenu aussi sur la souffrance animale le dimanche en revenant de Marseille. Hein. Donc vraiment, tous, on en avait jusque-là, hein, des séances nuit et jour, samedi, dimanche inclus. Et donc, on a repéré où notre amendement glyphosate allait arriver. Donc, on a calculé, on s'est dit, tiens, il arrive mardi matin. Donc mardi matin de la semaine passée, là, on a mis en place nos effectifs pour être nombreux. Et voilà que dans la nuit, à 1h moins, 2, 3, on avait fini une discussion sur je sais plus quel amendement, et à 1h, normalement, d'habitude, on arrête. En tout cas, moi, comme président de groupe, je peux vous dire que je prévois qu'à 1h, il reste une personne ou deux. Parce que quand on dépasse 1h du matin, j'espère que vous comprenez tous que déjà pour arriver jusqu'à 1h du matin, on n'est pas très frais. Hein, parce que je ne sais pas si vous faites des réunions politiques la nuit avec des amendements, des textes à suivre, des temps de parole chronométrés, au-delà de 9h, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Nous, on nous fait travailler comme ça. Bon, donc à 1h du matin, De Rugy, qui est le président de l'Assemblée nationale, et vous savez que c'est un gars qui vient d'Europe Écologie Les Verts. C'est un type qui n'a aucune parole parce qu'il s'était engagé dans la primaire des présidentielles avec les socialistes. Bon, il s'est fait battre à plat de couture parce que personne ne veut de lui. Et du coup, le lendemain, tchouf, il a trahi, il est passé chez Macron. Et après, une fois arrivé chez Macron, il a commencé à intriguer. Et dans le groupe des députés macronistes, les macronistes, comme c'est des naïfs, hein, à cette époque-là, ils étaient naïfs. Ils avaient 3 candidats, 2 femmes et 2 Rugy. Bon. Et la plupart des macronistes se sont dit, comme c'est des femmes, on va élire une femme, parce qu'il y a déjà un président de la République, un Premier ministre et un homme, donc ça serait bien d'avoir une femme présidente de l'Assemblée. Mais l'autre, c'est un malin, il a commencé à ruser et à intriguer, c'est lui qui a été désigné. Donc le voilà président. Donc c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Hein, c'est pas un innocent. Et il regarde dans la salle et il voit qu'à l'heure à laquelle on est, 1h du matin, d'abord il reste peu de monde, nous il nous en reste un, Loïc Prudhomme,
Les communistes ont un élu qui est là, Sébastien Jumel. Les socialistes sont quand même 32, il en reste qu'un. Bon. Et puis surtout, ce qui est le plus important pour De Rugy, il repère que les anciens Europe Écologie Les Verts qui se sont fait élire députés macronistes, il y en a peu qui sont dans la salle. Donc, comme il sait qu'il y a un amendement de la France Insoumise, ben il dit comme ça, le problème est réglé. Mais c'est pas ça qui l'inquiète le plus. C'est pas le nôtre. C'est celui qui a été déposé par les députés venus d'Europe Écologie Les Verts et qui sont aujourd'hui des macronistes. Et il voit qu'ils sont pas dans la salle, donc il leur joue un tour et il décide à 1h du matin que la discussion continue. Et la discussion suivante, c'est l'amendement sur les glyphosates. Donc le gars, de propos délibérés et pour rouler ses propres camarades, il fait passer la discussion à 1h du matin, et elle s'est terminée à 2h du matin. 2h du matin. Vous imaginez ce que c'est un débat à 2h du matin? Donc évidemment, on a été battu à plat de couture. Alors, bon, l'affaire reviendra, parce que nous, on va représenter des amendements de suppression au retour de la loi, parce que pour l'instant, elle est au Sénat, mais inutile de vous dire que pour la prochaine navette, on fera confiance à personne et on va prévoir un dispositif blindé. Alors, je vous raconte ça parce que nous, dans la nuit, Loïc Prudhomme, il est tout seul. Donc, quand il voit le coup arriver, il prend la bonne décision. Il demande un scrutin public. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va savoir qui est dans la salle. Entre parenthèses, tous ceux qui ont fait les malins pour nous dire « Ah, il n'y a qu'un député insoumis », d'abord, un, eux, ils n'étaient pas là. Deux, ils n'ont jamais été là dans les tribunes. Trois, ils n'ont jamais rien fait sur le sujet depuis un an qu'on est en campagne sur le thème. Mais bon, s'ils peuvent aujourd'hui faire des remarques désagréables sur les gens qui n'étaient pas là, ben c'est grâce à nous, insoumis, parce que c'est nous qui avons demandé le scrutin public. Et nous, on a voté en réalité l'amendement d'un macroniste sur le sujet, d'accord? Pas le nôtre on l'a voté, mais on a voté l'amendement du macroniste. Voilà pourquoi Loïc a eu la bonne idée de faire ce scrutin public, parce que du coup, vous pouvez repérer parmi les absents du groupe macroniste ceux qui sont des anciens d'Europe Écologie Les Verts, tout comme De Rugy, et vous comprendrez pourquoi tout ça a fini par se produire dans l'Assemblée. Alors, je vous raconte tout ça pour vous montrer que dans une bataille, il y a des épisodes. Et il ne faut pas se tromper d'adversaire, les amis. J'ai vu passer toutes sortes de remarques acerbes, fielleuses, quoi, vous ne fichez rien, il n'y en avait qu'un, à 1h du matin. Bon, écoutez, on a besoin d'un peu de soutien, quoi. Le premier adversaire, c'est pas nous. Nous, on a déposé des amendements contre le glyphosate. Le premier adversaire, c'est le gouvernement qui fait voter contre. C'est M. De Rugy qui fait passer le texte à 1h du matin. Donc vraiment, un peu de bienveillance, un peu de fraternité, hein, ça vous arracherait pas la bouche. Et pour nous, bah, ça nous ferait du bien, parce que c'est vraiment très dur. Je crois qu'il faut que vous compreniez à quel point c'est dur de délibérer pendant 7 jours, 7 nuits sans pause. Au total, on aura fait 17 jours consécutifs de débat à l'Assemblée nationale. J'aime vous dire que il y a des jours où on termine celui qui finit son tour de rôle, je sais pas, mais dès 5h de l'après-midi, vous avez la tête qui tourne, tellement vous avez parlé, suivi, c'est bizarre comme ambiance, il y a une lumière artificielle, vous voyez, que ce soit le jour ou la nuit, vous êtes éclairé de la même manière, et vous restez là pendant 10 heures et 10 heures à écouter les autres, hein, à réagir, bon. Voilà, alors le glyphosate, la bataille continue, c'est surtout ça que je veux vous dire, donc considérez pas que l'affaire est classée. D'abord, le texte va revenir à l'Assemblée nationale, et nous, on continue cette bataille, pour que sans arrêt le thème du glyphosate revienne et qu'on en parle. Alors, ça a tellement fait de vagues cette histoire, parce qu'ils se disaient, bon, 2h du matin, affaire pliée, il n'y aura pas d'histoire. Ben si, il y en a. Alors là-dessus, voilà le Premier ministre qui arrive et qui dit, bon, bah écoutez, de toute façon, vous inquiétez pas, si dans 18 à 24 mois, c'est-à-dire dans un an ou deux, il ne s'est rien passé, et ben nous... d'ici à 2021, c'est-à-dire dans 3 ans, on interdira définitivement le glyphosate. Bon, alors, comme dirait l'autre, hein, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Parce que si ils pensent que le produit est dangereux, il n'y a qu'à dire tout de suite à quelle date on arrêtera. C'est ce que nous, on leur a proposé. On dit, ouais, ok, vous dites que c'est pas possible tout de suite à cause des stocks, des agriculteurs et tout. Nous, on préférerait que tout soit interdit tout de suite. Bon, mais allez, encore, on va empoisonner des gens pendant quelques années, mais dites un délai. On vote à l'amendement qui dit à partir de, je sais pas quoi, moi, le 1er janvier ou le 1er juin de l'année 2021, puisqu'on parle de 3 ans,
l'utilisation du glyphosate était interdite en France, point. Les produits traités au glyphosate dans les autres pays de l'Union européenne ne peuvent plus entrer en France. Point 2. Parce que si nous on interdit le glyphosate, la conséquence est qu'il faut plus de travail agricole pour avoir les produits, et donc nos produits à nous coûteraient plus cher que ceux qui arrivent de l'extérieur. Alors ne croyez pas que j'invente cette histoire, c'est exactement ce qui est arrivé avec, je crois que c'était les cerises. Il y avait un produit qu'on fichait sur les cerises pour que les bestioles ne les mangent pas. Bon, et en France on a dit, ah ben non, terminé, c'est trop dangereux, c'est interdit. Bon, très bien, alors les producteurs de cerises, ils ont dit, bon bah d'accord, si vous nous dites de ne pas le faire, on va pas le faire. Mais laissez pas rentrer les cerises qui sont traitées ailleurs avec le produit que vous condamnez ici, parce que ça rentre à moins cher, et à la fin, c'est nous les dindons de la farce. Bon, en effet, c'est eux les dindons de la farce. Donc moi, je pense que si on interdit le glyphosate, il faut aussi interdire l'importation de produits traités au glyphosate. Alors là, mes amis, vous allez voir que le problème qui va être soulevé, c'est pas seulement celui du glyphosate. C'est que si on décide ça, c'est un obstacle à la concurrence libre et non faussée entre les produits qui arrivent de l'Union européenne. Donc une nouvelle fois, on va dire, ah bah, si vous voulez interdire les produits dans votre pays de l'agriculture qui vient d'ailleurs, eh ben, il va falloir sortir des traités qui interdisent que vous mettiez une limite à la concurrence libre et non faussée. Alors, vous allez dire, ah ben ça y est, Mélenchon est parti dans une proposition maximaliste. Mais non, je vais vous montrer quel point d'appui vous avez. Vous savez, figurez-vous que la politique agricole commune, la PAC, est la grande affaire de l'Europe. Hein. On a commencé par ça d'ailleurs, la politique agricole commune. Et pour nous les Français, c'est pareil, on était jusqu'à peu la première nation agricole et agroalimentaire d'Europe. Et en plus, la politique agricole commune, PAC, hein, ça a permis à l'Europe de devenir en même pas 30 ans autosuffisante alimentairement. Vous savez que ça c'est vital. Hein. Alors cette PAC, ben, elle va changer. Premièrement, on va donner moins d'argent aux paysans. Vous vont être contents les paysans français d'apprendre ça. Moi je suis pas très content parce que ça veut dire qu'on va voir moins d'argent revenir par rapport à celui qu'on donne. Et on donne déjà 7 milliards de plus qu'on récupère. Alors je finis par trouver que c'est une dépense, comme on dit, somptuaire pour nous l'Europe. Hein. On nous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, mais on donne 7 milliards de plus qu'on reçoit pour faire des routes en Lituanie, des ponts en Bulgarie, tout ça est absolument nécessaire. Je n'en doute pas, mais en ce moment, c'est pas dans nos moyens de payer des équipements et des subventions dans les autres pays. Voilà ce que je crois, même si je suis partisan, bien sûr, du fait qu'on reste solidaire et que les nations les plus riches cotisent aussi pour celles qui sont les moins pourvues. Mais alors, ils révisent cette PAC, et dans cette PAC, les politiques vont être en quelque sorte renationalisées. C'est-à-dire qu'elles vont dépendre à nouveau du cadre national. Autrement dit, elles seront financées par nous, renationalisées, c'est-à-dire que nos concurrents vont pouvoir prendre des décisions sur la façon de produire et les produits qu'on donne dans des conditions nationales pour venir ensuite nous concurrencer. Ah ben non, là ça ne peut pas aller. Donc dans ce processus de renationalisation de la politique agricole commune, il faut que nous les Français on dise, ben voilà, nous voilà ce qu'on a décidé, il n'y a plus un produit traité au glyphosate qui rentre en France. Point. D'accord? J'espère que vous avez tout bien suivi. C'est des questions agricoles, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas vraiment mon centre d'intérêt. Ben si, c'est votre centre d'intérêt, parce qu'à la fin, la question agricole, ça devient des questions qui terminent dans votre assiette. Hein. Alors le glyphosate dont je vous parle, c'est pas celui qu'on est en train d'épandre sur la planète Mars, hein, c'est celui qu'on est en train de mettre dans votre assiette. Voilà. Bon, ça c'était le sujet glyphosate. Rendez-vous aux prochains épisodes de La Bataille. Bon, maintenant je vous parle d'un autre sujet parce qu'il fait la suite avec des explications que je vous ai déjà données à l'occasion de cette revue de la semaine. Vous avez tous suivi l'histoire de l'accord international qu'il y avait pour le désarmement, ou plutôt pour empêcher l'armement nucléaire de l'Iran. Ok ? Bon. C'est une négociation qui a duré 13 ans. Elle était très intéressante parce que c'était la première fois depuis la fin de la guerre froide, ce qu'on a appelé la guerre froide, c'est-à-dire de la confrontation entre l'Union soviétique et les États-Unis, qu'on obtenait un accord plus ou moins de désarmement. Un pays renonce à un armement, et en particulier un armement nucléaire. Donc c'était une grande victoire diplomatique. Et l'accord était tellement remarquable que l'ONU l'a adopté, l'a validé, l'a rendu légal, l'a appuyé, l'a légitimé, je ne sais pas comment vous dire. Ils ont voté à l'unanimité. Tout le monde d'accord, hein, inclus les États-Unis d'Amérique. Là-dessus, ils élisent Trump, lui, il décide que non, ça lui va pas. Il peut pas être d'accord avec cet accord.
et il le dénonce. Alors déjà, premier problème, de quel droit un pays tout seul dénonce un accord qui a été validé par tous les autres? Donc c'est un acte de rupture des États-Unis d'Amérique avec une décision de l'ONU. Il faut savoir que ces gens qui font des gargarismes avec la communauté internationale qu'ils sont censés représenter, quand la communauté internationale, la seule qui existe vraiment, c'est-à-dire l'ONU, prend une décision qui leur convient pas, ils n'en ont rien à faire. Par exemple, on a voté 116 fois contre l'embargo des États-Unis sur Cuba, qui est un blocus. Bon, la dernière fois, tous les pays ont voté contre l'embargo, sauf les États-Unis et Israël. Et le coup d'avant, il y avait 2 îles qui avaient voté avec eux. Bon, c'est pour dire, tout le monde est d'accord, la communauté internationale est d'accord pour dire le blocus de Cuba est absolument dégueulasse, ça appauvrit ce pays et ça lui a fait perdre déjà plus de 100 milliards de dollars, quand même, depuis que le blocus a été mis en place. Donc, la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien est une décision unilatérale. Mais c'est pas tout. Non seulement il décide qu'il n'est plus concerné par l'accord, mais il décide un régime de sanctions contre l'Iran. Ou plus exactement, ça rétablit les sanctions précédentes, plus d'autres que ce malade va inventer, j'en suis certain. Et le résultat de cette sanction, on pourrait dire, écoutez, vous sanctionnez-vous si vous voulez, vous êtes chez vous là-bas aux États-Unis, vous décidez que vous vendez plus rien aux Iraniens, c'est votre affaire. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les États-Unis considèrent que si vous faites un échange avec des dollars, c'est comme si vous étiez aux États-Unis. Il y a donc une extraterritorialité de la loi américaine, elle s'applique à l'étranger à cause des dollars dont vous êtes servi. Et quand c'est pas les dollars, c'est si le produit que vous vendez contient un certain nombre de pièces qui sont fabriquées ou qui sont fabriquées sous brevet nord-américain. Okay, là aussi, ils disent, comme ça, vous avez produit tel truc avec notre brevet, c'est comme si c'était chez nous, donc extraterritorialité. Donc les États-Unis d'Amérique, non seulement prennent une décision solitaire, non seulement posent un acte contre toute la communauté internationale, mais en plus posent un acte de sanction contre tous ceux qui ne sont pas de leur avis. C'est-à-dire, si un pays dit, écoutez, moi j'en ai rien à fiche de ce que vous racontez, je continue à commercer, c'est lui qui est payé. Les entreprises seront taxées. Et c'est des grosses amendes, ils ont trouvé ce moyen-là, les États-Unis d'Amérique, qui taxent comme ça des pays, une banque pour corruption, etc. Et puis ça leur fait des milliards qui rentrent dans leur caisse. Moi je me dis, après tout, on devrait faire pareil, non? Mais que les produits français, on taxerait comme ça toutes sortes de boîtes américaines. Quand les Américains n'essayent pas de nous voler nos entreprises, ils utilisent cette méthode des sanctions. Donc, les sanctions sont un moyen de guerre commerciale, non pas avec l'Iran, mais entre partenaires et entre pays qui sont les alliés des États-Unis d'Amérique. Résultat, Total, qui produit du pétrole, qui avait un super contrat, alors moi je suis pas pour l'énergie carbonée, mais je le mentionne, doit évacuer l'Iran s'il veut continuer à fonctionner avec des banques américaines, à fonctionner avec pouvoir acheter des produits dont elle a besoin, qui contiennent un pourcentage X ou Y de produits américains. On en était là avec Total. Quand est arrivée ensuite une autre information, c'est PSA aussi qui s'en va de l'Iran. Alors là, c'est plus pareil, c'est que l'Iran, pour PSA, quand même, ça comptait dans son carnet de commandes. Donc je vous raconte ça pour que vous compreniez comment une question qui a à voir avec le désarmement nucléaire est une question qui ne concerne pas seulement la question du désarmement nucléaire ou non de l'Iran et de l'accord sur le sujet, mais qui met en scène et qui met en jeu la manière avec laquelle les États-Unis d'Amérique dominent le monde, infligent des régimes de sanctions. Tenez-vous bien, il y a 63 pays qui sont sous un régime de sanctions nord-américain. Alors il y a du terrain pour jouer pour les Nord-Américains. Voilà. Et ça devient donc une question qui, en fait, nous renvoie pas seulement à un rapport de force avec le gouvernement de l'Iran, mais à un rapport de force entre les gouvernements partenaires et alliés, et soi-disant alliés, de la fameuse OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui rejoint des gens aussi riverains de l'Atlantique Nord que l'Afghanistan ou le Japon. Bon, voilà, ça c'est aussi un fait que je voulais donner à réfléchir, parce que je trouve que dans l'actualité, on ne regarde pas assez le côté compétition des États-Unis avec ses partenaires, et le côté, les États-Unis ont piétiné, foulé aux pieds un accord décidé à l'unanimité par l'ONU. Et maintenant, je vous parle d'un sujet qui est une espèce de feuilleton pourri dont l'actualité a le secret, c'est mes comptes de campagne présidentielle. Donc j'en ai vraiment jusque-là.
Au début, c'était juste le rapporteur, si j'ose dire, qui était un gars qui avait été directeur de cabinet d'un ministre PS qui me hait, qui a commencé à dire « Ah, mais moi je suis pas d'accord avec la façon dont on a accepté ou refusé certains aspects du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon. » Mais écoutez-moi bien les gens, hein, on parle pas de la régularité de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait que des choses honnêtes. Hein. Bon, d'accord, le journal Le Monde avait cité de nombreuses irrégularités, mais c'est un mensonge. Il n'y a pas d'irrégularité. Il y a des dépenses dont la commission a dit « Eh ben, on les rembourse pas. » Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Moi, je préfère avoir tout déclaré jusque dans les détails que d'avoir oublié des choses comme certains, qu'ensuite, on viendrait me reprocher en disant « Mélenchon a sous-facturé sa campagne. » D'accord? Donc moi, j'ai tout déclaré, tout jusqu'à l'air qu'on respirait. Et dans le tas, le gars qui était un peu agité, qui s'occupait de notre compte, voulait pas qu'on rembourse ci, voulait pas qu'on rembourse ça, enfin bon, peu importe. Et les autres, pas moi, le président et les autres membres de la commission ont dit « Ah ben non, on n'est pas d'accord. Il faut lui rembourser ça. » Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Et donc ce gars, alors il a été raconter sa vie en prenant des notes qu'il n'a pas le droit de faire, qu'il a donné à au moins un journal, et puis ensuite à beaucoup d'autres. Alors là c'était son heure de gloire, quoi. Il s'agit d'un pâle bureaucrate poussiéreux, qui tout d'un coup c'était important, on l'interrogeait. Bon, en plus Mélenchon, tu parles la pompe à clics de première bourre, hein. Tu dis mon nom, ça y est, t'es sûr que t'as déjà 10 000 clics pour savoir qu'est-ce que t'as à dire sur moi. Donc c'était vraiment son heure de gloire, et puis bon, c'est un monsieur qui a l'habitude de donner des ordres, qui est un peu perché. Bon, bref, alors on s'est dit, allez, prenons patience, ça va passer. En effet, ça a passé, le compte a été validé, le Conseil constitutionnel a validé, donc moi je me disais, ça va quoi. J'aurais juste pris ma giclée de boue comme d'habitude, à essayer de faire croire que je suis pas clair, alors que je suis clair. Et tout d'un coup, j'apprends, comme ça, en milieu du d'après-midi, que la commission des comptes de campagne a fait un signalement à la police, à je sais pas quoi, la brigade financière, je sais pas à qui, un signalement, un signalement. Bon, déjà, ça me plaît pas trop, hein, parce qu'ils auraient pu me prévenir, ou me dire sur quoi ils signalent, qu'est-ce qu'il y a qui va pas. La commission en question m'a posé 2000 questions. On a répondu à tout. Donc s'il y a des questions de plus, fallait qu'ils les posent eux. Mais comme c'est des bons à rien, je veux dire, à part faire de la presse et de la com, mais vous allez voir toute cette histoire, comment elle finit. Bref, voilà, je découvre que depuis le 18 mars dernier, ils avaient fait le signalement. Personne ne m'a prévenu. Pas un coup de fil, rien. D'accord? Rien. Donc j'apprends ça par surprise au mois de mai, fin mai. 18 mars, fin mai. Bon, alors nous, quand même, on sort pas de l'œuf. Hein. Donc d'accord, on est des guerriers. D'abord, ça fait mal, ça écœure, ça dégoûte. Alors, on rebolote le feuilleton des comptes de campagne. Mais surtout, comme on est des guerriers, on dit, ça sent la combine. Pourquoi ils font ça? Alors d'accord, j'avais des super bons sondages à ce moment-là, une petite giclée de boue pour essayer de me contenir, pourquoi pas. Mais non, c'est plus profond que ça. Et vous allez voir que le fil, on va le tirer. Hein. À bon entendeur, salut. Ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Pour faire battre un peu, faire de la mousse, parce que peu après, enfin est sorti le travail des gens qui ont bossé sur les comptes de Macron. Parce que au départ, il n'y avait que mes comptes qui étaient visibles, c'est curieux, hein, grâce à l'autre perché qui avait été raconté sa vie à la presse. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont travaillé sur les autres comptes. Et évidemment, les macronistes savaient que leur sac de nœuds allait sortir. Donc, ils s'arrangent pour que, regardez, Mélenchon, il y a un signalement, d'accord? Signalement qui date du 18 mars et qui signale qu'en mai, parce que pendant que vous regardez Mélenchon, vous voyez pas Macron. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Et là, on découvre des paquets de ristournes qui sont faites à plus de 100%. Des fois, ils payent 0. Et quelque chose que moi, je savais. D'accord, j'ai été pris de court par un journaliste. Je savais que les règles de la commission, c'était que quand une ristourne dépasse 20%, le compte de campagne est annulé. Pourquoi je le sais? Parce qu'on a posé la question. On a dit, bon, on a le droit de réclamer des ristournes jusqu'à combien? Pendant la campagne, hein. Parce qu'on n'arrêtait pas d'appeler, nous, pour dire, est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que des fois, on ne savait pas. Donc, on leur a dit, bon, et si on a un rabais, c'est quoi le maximum du rabais? Parce que, rapia comme je suis, j'aime mieux vous dire que chaque fois qu'on peut gratter 1 euro, je gratte, hein. Donc, on avait dit jusqu'à combien? Pas plus de 20%, sinon, c'est tout le compte qui est fichu en l'air. Ah, mon Dieu. Donc, pas question de faire ça. Mais Macron, il le savait donc comme nous. Et le président de la Commission nationale des comptes de campagne, il le savait aussi. Et voilà l'histoire. Pourquoi le président du compte national de campagne refusait au rapporteur de mon compte qu'on me refuse telle ou telle dépense? C'est parce qu'il savait que s'il me les refusait à moi, de les rembourser, il faudrait qu'il les refuse aussi à Macron. Voilà le cœur du sac de nœuds. Et surtout, ça aboutit à ce fait
que pour le coup, quand vous avez un rabais de 100%, au sens littéral, on peut dire que c'est une subvention de celui qui vous fait le rabais de 100%, puisqu'il vous offre, il vous fait un cadeau 100%, hein, il vous fait un cadeau. Or, les entreprises n'ont pas le droit de faire des cadeaux dans les campagnes électorales. Donc, une partie des comptes de M. Macron devrait être annulée. Hein. Je ne parle pas de son élection, je parle de ses comptes devraient être annulés. Donc, c'est pour lui, il paye tout. Voilà. Bon. Et c'est ce que moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse. Mais quand même, à la fin, je finis par trouver curieux ce président de Commission nationale des comptes des confus. C'est un très vieux monsieur, parce qu'il a commencé sa carrière comme adjoint au secrétariat des rapatriés en 1962. C'est l'époque où moi j'arrivais avec ma cage à canaries là-bas à Saint-Charles, en arrivant d'Afrique du Nord. Ben lui, il était déjà dans la haute administration de l'État. Et maintenant, il est là. Et il est censé présider, je ne veux pas dire, mais il a l'âge que moi j'aurai au bout de 2 mandats présidentiels si j'étais élu la prochaine fois, d'accord? Bon. On ne demande pas à un homme de cet âge de faire face à des situations d'urgence et de saturation comme celle des comptes de campagne. Puis surtout, on essaye de trouver un larbin moins visible. Parce que celui-là, il fait des signalements pour moi, qu'il n'y a rien à me reprocher, mais quand on lui dit « vous faites pas de signalement pour M. Macron ?» Non, non, les rabais, c'est normal. Ça fait plus de 20%, non, non, c'est normal. Tout est normal dès que c'est Macron. Tout est anormal dès que c'est Mélenchon. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il voit la vie. Donc moi, j'en ai ras-le-bol de ce type. Ras-le-bol de son équipe de perchés, ras-le-bol de tout ça. Et je vous mets en garde, je vous l'ai déjà dit, là, vous autres, là-bas, les grosses têtes, hein, ne croyez pas qu'une seule fois dans notre vie, un seul d'entre nous va se laisser faire. Donc, on va passer tout au peigne fin. Et en attendant, voilà ce que je dis. Tout, je veux dire, comment tout ça s'est décidé, quelles sont les véritables règles, hein, voilà. En attendant, je fais une demande. Premièrement, que ce Logereau démissionne. Ce président de la commission des comptes de campagne est un incapable. Il a été incapable de protéger le secret des délibérations. Il a été incapable de faire autre chose qu'un signalement pour moi et de passer son temps à passer la brosse à reluire à Macron. Donc c'est un incapable. Il n'est pas en état de présider une commission dans une situation pareille. Il a fait faillite. Bon. Et puis, troisième chose, je demande que mes comptes de campagne soient réexaminés. Voilà. Allez, au boulot, vous retournez, vous recommencez tout, à zéro. Mais cette fois-ci, avec la garantie que le rapporteur n'est pas quelqu'un qui m'est hostile politiquement. Et cette fois-ci, en publiant les critères qui vous conduisent à prendre une décision d'accepter ou non de rembourser une dépense. Et cette fois-ci, en faisant bien la part de ce que vous appelez des dépenses qu'on ne rembourse pas parce que vous estimez que ça ne participe pas à la campagne électorale où vous n'avez pas à le payer, et des dépenses que vous considéreriez comme irrégulières, en disant pourquoi. Il y en a ras-le-bol d'avoir ce pouvoir de me diffamer, de me calomnier, partout où passe Monsieur Logereau. Alors, suivant les jours, raconte des trucs différents. Un coup, c'est l'adresse de la société, de l'association qui fournissait les notes pour la campagne, parce que Monsieur découvre que je parle en m'appuyant sur une documentation, etc. J'en ai plein le dos. Et puis, je vais vous dire autre chose. Monsieur Macron, puisqu'il se défend, puisqu'il dit « Ah ben moi, mes comptes sont validés par le Conseil constitutionnel et par la Commission des comptes de campagne, donc je réponds à rien, mes chers monsieur, je suis dans la même situation, mais moi, on me fait un signalement. Alors vous, Macron, vous devez demander, comme moi, le réexamen de vos comptes. Puisque vous avez l'esprit tranquille, puisque vous pensez que tout est bien, comme moi, hein, eh ben alors, on réexamine votre compte. Voilà. Et au minimum, je demande qu'on me rende toute ma paperasse. Mes factures, elles restent. Parce que si moi, je veux organiser un jour un tribunal d'honneur, si on trouve des gens qui sont d'accord pour faire un travail pareil, je veux pouvoir le faire. Je sauterai pas à la corde parce que M. Logereau l'a décidé et derrière lui d'autres tireurs de ficelle dont bientôt on finira par connaître les noms, hein, parce que ces choses-là, qu'est-ce que vous voulez de nos jours, le secret, c'est plus trop possible. Allez maintenant les gens, si ça vous a plu, toc un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, et nous ça nous fait plaisir de voir monter le nombre de nos abonnés. Chaque semaine, on en gagne quelques-uns et on se dit, Antoine qui fait la réalisation et moi, qu'on ne travaille pas tout à fait pour rien. Bon, en vérité, vous êtes très nombreux à regarder, ça me fait très plaisir, ça nous fait plaisir à tous, et surtout ça permet d'échanger des messages et de fortifier une culture politique, parce que je sais très bien que là-dedans, vous en prenez, vous en rejetez, hein, et c'est normal, parce qu'on ne prétend pas, nous ici, raconter un dogme ou des vérités. Bon. La semaine prochaine, je vous raconterai les aventures de la loi sur les fausses nouvelles, et puis je tâcherai avant qu'on parte tous en vacances, c'est-à-dire à la fin du mois de juin, de faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait cette année, parce que je crois que ça vaut la peine,
parce que pour nous les Insoumis ça a été une année incroyable, hein. On est passé de Jean-Luc Mélenchon candidat à un groupe de 17 personnes à l'Assemblée nationale, et l'année prochaine j'espère qu'on sera aussi très nombreux à être élus au Parlement européen, et donc comme ça vous aurez à votre disposition une équipe formidable de gens dévoués, rebelles, insoumis, jeunes pour beaucoup d'entre eux. Voilà, on a donc une année hors du commun. Notre présence mutuelle de chaque côté de cette caméra fait partie de ce hors du commun de cette année. Allez, à la semaine prochaine.